La femme de mon père m'a empoisonnée. Mais la vérité éclate, et tout bascule pour elle. La phrase retentait dans la tête de Mimi comme une sentence qu'elle n'aurait jamais voulu prononcer. Et pourtant, elle la savait vraie. Ce matin-là, elle était rentrée à la villa au bord de la lagune après un vol tardif depuis Paris, les cheveux encore chargés d'air froid et d'espoir. Elle s'attendait à trouver les trophées silencieux d'une vie de famille, photos encadrées, la tasse ébréchée de sa mère, la cheminée où s'empilaient les lettres jaunies. Ce qu'elle trouva d'abord, au seuil du salon, fut la lumière du matin qui frappa un bras étendu sur le sofa. Le bras d'un homme qui respirait, mais d'un souffle affaibli, d'un souffle sans feu. Son père, Kofi, avait la peau cireuse, ses yeux à demi ouverts fixant le plafond, une main serrée autour d'une écharpe qui n'était plus que tissu inutile. Plus loin, comme si la maison s'était transformée en scène de fête figée, une trace d'intimité restait. 2 tasses de café sur la table basse, une robe sur le dossier d'une chaise, un collier oublié. Linda souriait depuis la cuisine lorsque Mimi entra. Sourire trop large, posture trop parfaite, comme si rien ne criait sous la surface. Elle leva les yeux et fit un geste léger, presque condescendant. « Tu es rentrée tôt, Mimi. Tu sais que papa aime la tranquillité le matin. » Mimi sentit la colère et la peur monter mais resta silencieuse. Elle connaissait Linda depuis l'enfance. Elles avaient grandi quasiment comme sœurs, jouant dans les mêmes chambres, partageant des goûters et des secrets. Puis l'âge avait remanié les rapports. L'argent, l'ambition, la solitude d'un homme privé du sourire de sa femme morte. Linda était entrée et avait fait ce qu'elle savait faire le mieux, séduire les circonstances, tisser des complicités, se glisser dans les failles. Aujourd'hui, cette femme portait un nom nouveau à côté de celui du père, Madame Kofi, épouse, et bientôt, aux yeux de la presse et des actionnaires, la maîtresse du groupe familial. Assise au bord du sofa, Mimi reprit ses esprits. Elle prit la main de son père, la chaleur était tiède, comme si la vie se battait encore quelque part. « Papa ?» dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme. Il leva la tête, confus, et prononça le nom de Linda, comme on invoque une prière ou un poison. Mimi vit dans son regard une incompréhension panique, et c'est alors qu'un vertige nouveau s'empara d'elle. Les mots « médicament » et « changement » trottaient dans la bouche de sa mémoire. Elle savait que quelque chose avait été modifié. Elle savait que Linda venait d'épouser ce vide et d'en faire son royaume. Le salon gardait des indices minuscules et cruels. Une boîte de médicaments ouverte dans la corbeille derrière la table de nuit de la chambre du père, l'agrafeuse placée là où elle n'aurait jamais dû se trouver, des ordonnances récentes glissées dans la pochette d'un dossier médical. Mimi ramassa une feuille, l'examina. La signature du médecin avait l'air déplacée, trop nette, comme une empreinte laissée par une main qui ne tremble pas. Ce petit détail, minuscule, allait se transformer en fil conducteur. Que feriez-vous à la place de Mimi? Dites-nous d'où vous nous regardez et partagez votre première réaction. La villa d'Abidjan, qui avait résonné de rires et de dîners, où les tonneaux de mets succédaient aux toasts au succès, avait lentement changé de visage depuis la mort de sa mère. Après l'enterrement, son père s'était renfermé. Mimi, brisée par le deuil et la nécessité de respirer, était partie travailler en Europe. Elle avait laissé la maison sous la garde de Linda. C'était simple. Il s'agissait d'une confiance enfantine, d'un geste presque familial. Linda, qui avait toujours eu l'odeur des opportunités, n'avait pas laissé passer l'occasion. Ce fut d'abord un soutien discret, des repas apportés, des nuits passées à consoler. Puis une plainte feinte, un compliment murmuré au mauvais moment, et bientôt une présence qui n'était plus invitée mais imposée. Le retour de Mimi après des années de formation et d'efforts professionnels devait être une libération. Elle rêvait d'un foyer apaisé, peut-être d'un projet avec Paul, le cadre franc et doux qui l'accompagnait depuis quelques mois. Mais la maison lui révéla sa métamorphose. Linda avait épousé son père en une cérémonie intime et médiatisée, et dans la foulée, avait fait inscrire son nom dans les statuts du groupe familial. Un mariage, une signature, un nom sur la plaque. Linda n'avait pas seulement conquis un homme fragile,
elle avait acquis une position dans l'entreprise. La prise de pouvoir fut lente, presque imperceptible. Linda, avec la netteté d'un prédateur poli, s'était rapprochée des personnes clés. Le directeur comptable, Jules, d'abord un ami de passage, devint son confident puis son complice. Elle remodela le bureau, fit changer des fournisseurs, fit entrer de nouveaux visages au conseil. Les statuts du groupe, pourtant bâtis autour d'un héritage familial et d'une clause de protection, avaient des angles que seuls des yeux attentifs pouvaient repérer. Il y avait une clause dans les statuts, rédigée jadis par le père de Mimi pour protéger l'entreprise des prises de contrôle intempestives. Chaque changement de majoritaire devait être validé par un quorum spécifique et tout transfert de parts suite à un mariage exigé d'un délai d'antériorité et l'accord des héritiers directs. Linda, avec sa rapidité, n'avait pas respecté l'esprit du texte, mais s'était appuyée sur l'ambiguïté de quelques formulations pour faire inscrire son nom au registre des actionnaires. La signature glissa. C'était légal, mais fragile. Mimi n'était pas naïve. Elle sentit tout de suite que le combat serait autant juridique que moral. La première grande humiliation survint lors d'un gala de charité, où Linda annonça publiquement, avec une aisance étudiée, son rôle nouveau en tant que coprésidente du groupe. Les flashs crépitaient, les invités acclamaient. Mimi, présente par politesse, sentit la salle se refermer sur elle. Les murmures, les regards, la façon dont la femme de ménage la salua poliment mais en sourdine, tout l'enveloppait d'une solitude glacée. Ce soir-là, sa place n'était plus que mémoire. Lorsque la tension monta et que Mimi protesta, on lui répondit par des raisons juridiques, des documents à signer, des clauses à respecter. Elle essaya de s'appuyer sur la loi, sur l'héritage familial et sur l'éthique, mais les premières batailles administratives furent perdantes. Linda, habile, avait préparé son terrain. Des signatures, des témoins, des virements bancaires soigneusement orchestrés. Jules, en homme de chiffres, tenait les bouts des transactions. Mimi fut contrainte de partir de la maison. On la présenta aux journalistes comme émue mais décidée à suivre son propre chemin. Sa valise valait moins que le bruit d'un discours. La chute fut brutale. De la villa somptueuse au studio modeste, de la secrétaire d'un cabinet à une place de management qu'elle dut arracher sur la base de son talent, Mimi rebâtit. Elle trouva un petit appartement où la vue donnait sur une rue vivante. Elle accepta des heures longues et des emplois qui lui apprirent la valeur d'1 € gagné honnêtement. La mère de Linda, Aïcha, qui était demeurée une femme d'un autre monde, humble, loyale, sincère, se révéla être la seule alliée inattendue. Aïcha n'avait jamais partagé les appétits de sa fille. Elle était de ces femmes qui savent dire la vérité d'un regard. Elle vint, souvent, avec un plat, une histoire, un souvenir et, surtout, des informations. Son aide fut d'abord matérielle, puis devenue une disposition morale. Elle confia à Mimi certains faits que Linda croyait enfouis. Aïcha n'était pas naïve. Elle nourrissait un amour confus pour sa fille, mais cet amour ne la rendait pas aveugle. Mimi travailla. Elle gravit des échelons, se forma, se fit respecter. La douleur devint moteur. Son caractère, jadis doux, se durcit sans perdre de sa grâce. Son nom revint dans les listes des cadres sérieux, dans les réunions où l'on parlait d'intégrité. Paul, un PDG discret et droit, rencontra Mimi lors d'une conférence. Leur amour fut patient et construit. Dîner modeste, conversation longue sur la vie et la justice, un soutien sans ostentation. Paul devint appui, non point bouclier. Il croyait en Mimi pour elle-même, pas pour sa revanche. Alors que la reconstruction de Mimi semblait suivre son cours, le père déclina. Au début, ce furent des signes banals. Fatigue, oubli, une perte d'appétit. Puis vint un épisode plus sérieux. Une hospitalisation brève, vertige, vomissement, confusion. Le diagnostic initial fut vague. Complications liées à l'âge, dirent certains. Mimi, qui n'était plus la fille fragile d'autrefois, se sentit réveillée par le doute. La rapidité du déclin, la répétition d'événements étranges,
Une ordonnance modifiée, des rendez-vous annulés, des cadeaux dont l'étiquette n'était pas à la hauteur, la poussèrent à regarder de près. Ce fut la mère de Linda qui donna la première pièce tangible. Aïcha, tremblante mais résolue, remit à Mimi une enveloppe. Dedans des copies d'emails, des échanges vulgaires, et surtout une note manuscrite, griffonnée dans l'urgence. « J'ai remplacé la boîte, c'était pour le bien. Elle. » La note, légère comme un aveu, manquait de détails, mais changeait la nature des soupçons. Mimi comprit qu'elle ne devait pas agir par humeur. Elle devait construire un dossier. Elle fit ce que sa formation et son cœur lui dictaient. Elle rassembla des alliés. Paul, discret mais organisé, ouvrit des portes. Un ancien collègue de son père, désormais consultant hospitalier, accepta d'examiner les dossiers médicaux. Un médecin de confiance prit le temps d'écouter, de relire des bilans et de noter anomalies. La première preuve clinique fut un rapport de laboratoire anonymisé qui arriva sur une clé USB trouvée dans le bureau du père. Le document portait le sceau d'un laboratoire privé réputé. On y lisait, sans nom, détection d'un composé d'origine exogène, non thérapeutique, à des concentrations incompatibles avec l'état antérieur du patient. La phrase était prudente, professionnelle et terriblement lourde. Le laboratoire refusait de prendre parti sans une injonction judiciaire, mais l'existence du rapport était suffisante pour démarrer une enquête sérieuse. Mimi n'était plus seulement une fille blessée. Elle était la dépositaire d'une possibilité de vérité. Les éléments s'alignèrent comme des perles. Une ordonnance falsifiée, des enregistrements de conversations entre Jules et un technicien en pharmacie, des vidéos de surveillance qui montraient des allers-retours dans la chambre du père, à des heures où personne n'aurait dû y être. Aïcha apporta un élément crucial, un audio, enregistré par accident sur le téléphone de la mère de Linda, où l'on entendait Jules murmurer « Elle a dit de faire vite, qu'il devait sembler naturel ». Ce murmure n'expliquait rien en soi, mais il liait des personnes. Mimi, à cette étape, ne céda pas au triomphe. Elle savait que des accusations sans procédure plausible pouvaient se retourner contre elle. Elle fit preuve d'intelligence. Au lieu de lancer l'accusation en public, elle fit appel à la procédure. Avec l'aide d'un avocat qu'elle avait rencontré lors d'une conférence, une femme intrépide, méconane, Mimi déposa une plainte pour mise en péril de la santé d'autrui et tentative d'empoisonnement présumé. L'enquête préliminaire débuta. Les policiers convoquèrent des témoins, le laboratoire confirma les analyses et accepta, sous mandat, d'examiner des échantillons supplémentaires. Ces analyses révélèrent la présence d'un composé incongru, un marqueur exogène. Les rapports médicaux mirent aussi en lumière des anomalies dans le carnet de santé du père. Doses modifiées, mentions effacées, ordonnances réécrites. Toutefois, la procédure prenait son temps. Linda, entourée d'avocats et de conseillers en communication, maintenait une posture calme et offensée. « Accusation sans fondement », clamait son porte-parole. « Attaque personnelle », murmurèrent certains. Le camp de Linda ne manquait pas de ressources pour retourner la narration. Mais Mimi avait appris à activer autre chose que l'émotion. Elle activait la persévérance. La pièce maîtresse vint d'un lieu inattendu. Le coffre de la maison, oublié sous une pile de vieilles factures, contenait un journal intime. Ce journal, écrit par Linda dans des moments de franchise, n'existait pas pour être découvert. Il était brut, sans phare. On y lisait des passages d'ambition, des notes sur des rendez-vous, et surtout des confessions qui décrivaient l'épreuve de rendre le père plus doux, des formules ambiguës, des plans pour isoler Kofi, et des passages où Linda écrivait sa crainte d'être découverte. Le journal ne contenait pas une confession claire du crime, mais il dessinait une personnalité prête à tout pour conserver sa place. Associé aux éléments scientifiques, il amplifia le faisceau d'indices. Jules, pressé par l'enquête et sa conscience en désordre, finit par craquer. Au début complice, il avait cru, comme beaucoup, servir un dessein plus grand, consolider la famille, sécuriser des intérêts. Mais le poids de la culpabilité le fit parler. Lors d'une convocation au commissariat,
Sous une pression subtile mais non violente, il accepta de collaborer. Sa déclaration fut limpide. Il avoua avoir aidé à substituer des étiquettes, à déplacer des boîtes, à falsifier des registres. Il parla d'un appel de Linda, d'injonctions répétées et d'un sentiment de panique. Sa voix tremblante trahissait l'homme qui réalisait qu'il avait été instrumentalisé. Il ne parla pas de technique, n'entra pas dans un cours sur substance. Il dit seulement qu'on lui avait demandé d'orienter les médicaments et qu'il l'avait fait sur l'ordre de Linda. Avec les aveux de Jules, les rapports de laboratoire et les documents retrouvés, le procureur conclut à l'existence de suffisamment d'éléments pour ouvrir une information judiciaire. Une perquisition chez Linda mit au jour des données de transactions financières suspectes et la preuve qu'elle avait falsifié des pièces pour faire inscrire son nom comme actionnaire majoritaire. Mais sur le plan civil, un autre levier s'activait, la clause statutaire. McConnan, fin stratège, avait étudié les statuts du groupe comme on lit une partition. Il identifia la faille. Le passage qui protégeait la succession familiale en exigeant un délai d'option pour tout transfert d'actions consécutif à un mariage avec un tiers et prévoyait une procédure d'arbitrage interne en cas de doute sur la bonne foi de la transaction. Ce texte, conçu pour prévenir les prises de contrôle hâtives, donna à Mimi un pouvoir. Elle demanda la convocation urgente d'une assemblée générale des actionnaires pour une revue des transferts. La convocation fit l'effet d'un coup de tonnerre. Le jour de l'assemblée, la salle du conseil du groupe était pleine. Les actionnaires, les investisseurs, les journalistes. Linda entra, glorieuse, mais fronça les sourcils en voyant l'air résolu de Mimi. Le président du conseil, un homme dont la loyauté avait vacillé par la flatterie, prit place. McConnan plaça sur la table les pièces. Rapport d'expertise médicale, copie des transactions, extrait du journal, et surtout le témoignage de Jules, que Mimi avait fait enregistrer. Puis vint la séquence la plus crue. Une transcription des échanges entre Linda et Jules, accompagnée d'un extrait audio subtil où l'on percevait la voix de Linda ordonner la mise en place. La confrontation devint publique, et le mensonge, qui se croyait solide, se fissura. Les débats furent féroces. Linda nia avec aplomb, prétendant être victime d'une cabale orchestrée par Mimi. Le camp de Linda tenta de retourner la rhétorique, attaquer la réputation de Mimi, évoquer la soif de pouvoir. Mais la lumière désormais était portée sur des faits. Le président du conseil, autrefois hésitant, lut à voix haute la clause statutaire. Les yeux dans la salle cherchèrent une issue. Le quorum vota pour l'ouverture d'un audit indépendant, immédiat, afin de déterminer la validité des transferts et d'évaluer la conduite de Linda. Pendant ce même vote, une agence de presse locale divulgua des éléments sur le rapport de toxicologie, ajoutant de la pression publique. La chute sociale commença. Mais la vérité n'était pas seulement administrative, elle devait se mesurer à la justice pénale. Le procureur, avec sang-froid, engagea des poursuites. Les chefs retenus, tentatives d'empoisonnement, falsification de documents, abus de confiance, se succédèrent dans la liste. Linda fut arrêtée sous l'œil des caméras, dans un silence brisé par les flashs. L'image de celle qui avait dominé les réceptions autrefois, désormais escortée par des officiers, fit le tour de la ville, comme l'écho d'un mythe qui se défaisait. La scène de l'arrestation fut terrible mais sobre. Mimi, en retrait, vit sa rivale menottée. Elle pensa à l'enfant qui jouait autrefois avec Linda, à la femme qui lui avait tenu la main pendant les pires nuits, et à la trahison qui avait rendu tout cela toxique. Les passants murmuraient. Des anciens amis se détournaient. La presse s'empara du récit. Mais Mimi ne chercha jamais l'ostentation. Elle recherchait la vérité et la réparation, pas la revanche spectaculaire. Lors des audiences préliminaires, la défense de Linda tenta de fragiliser le dossier. Erreur de procédure, faux témoins, motivation personnelle. Mais la force des preuves, consolidée par des rapports médicaux, des enregistrements et surtout l'aveu de Jules, tint bon. Les analyses toxicologiques, présentées lors de l'audience d'instruction, montrèrent la présence d'un marqueur exogène, répétitif et corrélé au moment de la dégradation de l'état du père.
l'expert médical, interrogé par la défense, resta prudent mais clair. Il y a un faisceau d'indices qui rend vraisemblable l'administration régulière d'un élément étranger non thérapeutique. Cette prudence, si elle était professionnelle, rendait néanmoins les accusations impossibles à ignorer. La chute de Linda fut plurielle. Juridiquement, elle perdait la présomption de liberté. Civilement, elle était évincée du conseil d'administration. Socialement, les sponsors, échaudés, se retiraient. Financièrement, ses comptes furent de geler le temps d'un audit. Pour une femme qui avait bâti son pouvoir sur la séduction et la manipulation, la perte porta sur des registres divers, l'honneur, la tranquillité, la richesse. Pourtant, au cœur de cette défaite, il restait des silhouettes humaines que la vindicte publique ne déchira pas. Aïcha pleura sa fille, sans pour autant s'excuser de l'avoir aidée à dire la vérité. Elle resta auprès du père, avec Mimi, les soirs où la maison reprenait une respiration plus brisée qu'avant. Jules, rongé par la culpabilité, fut un témoin central et chercha, lui aussi, à réparer en se constituant partie civile et en aidant la justice. Paul avait pris la main de Mimi et ne la lâcha pas. Il était là pour l'accompagner, non pour choisir à sa place. La presse, affamée, alternait entre portraits de la scandaleuse et récits humains. Mimi dut naviguer entre la sécurité de sa vie privée et la nécessité de rendre public le récit pour que justice suive son cours. Elle garda la maîtrise de ses mots, évitant la parole incendiaire, préférant exposer les faits. Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle avait attendu et choisi la voie judiciaire, elle répondit simplement « Parce que la vérité mérite une accusation qui ne soit pas simplement un cri ». Le procès, quand il eut lieu, fut salué comme un moment décisif. Des témoins racontèrent, des experts expliquèrent, et Linda, l'air défait parfois, garda des moments d'orgueil. Elle tenta de plaider la liaison, l'affection sincère, l'amour pour un homme âgé. Des arguments qui, pour certains, pouvaient ressembler à une histoire d'amour tragique. Mais l'accusation tenait. Il ne s'agissait pas d'un roman, mais d'actes concrets. Les jurés, exposés à la masse d'épreuves, eurent à juger la complexité d'un geste où la passion se mêlait à la cupidité. Le verdict, lorsque rendu, n'était pas le simple reflet d'une victoire personnelle. Il marquait la victoire d'un système qui avait su écouter les indices et ne pas laisser la loi se dissoudre dans le bruissement des rumeurs. Linda fut condamnée pour certains chefs, falsification, abus de confiance et complicité dans l'administration de substances non thérapeutiques, avec une peine proportionnée aux faits qui avaient été prouvés. Les journalistes discutèrent longuement des nuances de l'affaire. Combien de cœurs avaient été brisés, combien de familles avaient été exposées au fracas. La sentence ne rendit pas la mère de Mimi, ni la tranquillité perdue, mais elle resta une mesure de la responsabilité. Ce qui suivit, cependant, fut peut-être le plus remarquable. Le choix moral de Mimi. Elle aurait pu demander que la chute de Linda soit la plus brutale possible, réclamer une vengeance publique, user de chaque procès pour humilier. À la veille de l'audience finale, elle alla voir Aïcha et dit « Je ne veux pas que ta fille soit réduite à ce qu'elle a fait. » Aïcha pleura, confusément heureuse et perdue. Mimi choisit la justice, mais non la vengeance. Elle voulait réparation, pas anéantissement. Elle voulait que la vérité éclate et que les responsabilités soient portées, pour que d'autres ne répètent ses gestes. Elle voulait, surtout, retrouver une paix qui ne se marquait pas au détour d'un siège d'assemblée. La décision de Mimi fut aussi politique. Elle demanda que l'entreprise mette en place des garde-fous, une transparence plus forte, et surtout une clause de gouvernance renforcée qui empêcherait qu'une personne seule, même en position d'intimité, puisse décider d'un destin économique familial. Elle obtint gain de cause. Les statuts furent modifiés. Un conseil de surveillance fut institué. Des audits périodiques devinrent obligatoires. Les investisseurs applaudirent. Les administrateurs, ayant goûté à la tempête, firent preuve de prudence. Linda, quant à elle, partit en exil judiciaire. Les années de pouvoir s'étaient condensées en mois de disgrâce. Elle perdait ce qu'elle avait pris, et parfois la perte était plus terrifiante que l'emprisonnement, la conscience d'un cœur guidé par des appétits futiles. Les occasions sociales la fuyaient.
la compassion se faisait rare. Dans les dernières scènes de sa chute, on la voyait seule, regardant des photos où son sourire n'était encore qu'une promesse. Elle arriva à reconnaître, peut-être trop tard, que sa soif l'avait aveuglée. La reconstruction post-procès pour Mimi prit une autre teinte. Elle ne revint pas à la villa avec triomphalisme. Elle accepta la responsabilité de veiller sur son père avec humilité, accueillant Aïcha dans une relation nouvelle. Une alliance douloureuse, mais honnête. Le père, affaibli mais entouré, retrouva quelques sourires. Mimi reprit place au sein du groupe, non plus comme héritière automatique, mais comme cadre respecté, et utilisa sa position pour imposer des normes d'éthique. Paul l'épousa quelques années plus tard, dans un petit mariage discret, entouré des amis de confiance qui avaient survécu à la tempête. La leçon, pour Mimi, n'était pas seulement la victoire juridique. C'était la compréhension que la résilience naît de la dignité dans l'adversité. Elle avait transformé l'humiliation en énergie, le dénuement en nécessité, et la douleur en un moteur pour rendre un environnement plus sûr. Elle avait refusé d'être l'héroïne d'une vengeance cruelle. Elle voulut être architecte d'un ordre qui protège. Le récit laissa place à la réflexion. La société regarda, médusée, comment une femme qui avait été trahie choisissait la vertu de la mesure. Des voix s'élevèrent pour débattre. Certains dirent que Mimi avait été trop indulgente, que la justice n'était complète qu'avec le châtiment. D'autres affirmèrent que son choix d'épargner l'anéantissement était une grâce. Mais précisément, la démonstration de Mimi n'était pas d'effacer la faute, mais de la mesurer et de faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Quelques années plus tard, lors d'une conférence sur la gouvernance d'entreprise à Abidjan, Mimi prit la parole. Elle raconta, sans chercher la compassion, la mécanique d'une trahison et la manière dont on s'en sort. Elle parla des signaux faibles, des protections statutaires et de l'importance de la transparence. Elle parla aussi de pardon, non comme oubli, mais comme choix. Pardonner n'est pas absoudre, dit-elle. C'est choisir de continuer sans que la haine ne vous gouverne. Aïcha fut présente dans la salle, serrant la main de Mimi. Elle avait vécu un déchirement maternel qui dépasse les jugements simples. Sa fille avait été jugée, condamnée, et l'aveu d'Aïcha, que l'on eût pu qualifier de trahison envers sa propre, fut une sorte d'achèvement douloureux mais salutaire. Jules, de son côté, se remit à travailler, cherchant à réparer autant que la loi le laissait. Paul resta près de Mimi, non comme un protecteur exclusif, mais comme compagnon. La vie reprit sa trame. La villa, autrefois théâtre de secrets, devint un foyer où l'on parlait avec honnêteté. La lagune continuait d'étirer ses reflets, immuable, comme si la ville elle-même avait appris que la vérité, tôt ou tard, finit par se faire jour. Mimi savait que l'on ne pouvait pas effacer les blessures, mais on pouvait penser et empêcher que les mêmes mains trempées d'ambition n'aggravent le mal. Dans la nuit qui suivit l'audience finale, Mimi alla à la chambre de son père. Il dormait, apaisé, et ses doigts blonds prirent la main de sa fille. Elle pensa au choix qu'elle avait fait, aux heures où le courage semblait être un effort surhumain. Elle était fatiguée, marquée, mais sereine. L'ombre de Linda restait, un avertissement plus qu'une vengeance. La leçon qui s'impose est simple et puissante. La vérité ne se nourrit pas de rumeurs, elle se bâtit patiemment. La justice doit suivre des procédures, et la dignité d'une personne peut, au moment juste, permettre qu'un mal soit mesuré et que l'on avance. Mimi avait choisi une voie qui demandait de la force, de la résilience et une certaine grandeur d'âme. Si vous avez suivi ce récit jusqu'ici, pensez à vous abonner, à liker et à partager votre avis sur le pardon. Croyez-vous que Mimi a fait le bon choix en épargnant Linda l'anéantissement ? Dites-le en commentaire. Les années n'effacent pas tout. Elles donnent du relief. Quand la ville évoque encore l'affaire, on parle moins des flashs et plus des réformes qu'elle a provoquées. Le groupe familial, réorganisé, devint un exemple de gouvernance, et la clause statutaire suivit des mains plus prudentes. L'histoire de Mimi sert d'étude de cas dans les écoles de commerce et dans des ateliers de gouvernance. Comment une succession mal protégée peut être la proie d'appétit et comment,
par la clarté juridique et la persévérance, on peut réparer les dégâts. Quant à Linda, le temps lui conféra une forme de solitude qui la rendit moins théâtrale qu'autrefois. Les livres de contes et les salles d'audience ne remplacent pas la compagnie, mais ils imposent une contemplation où l'on mesure ce que l'on a perdu. On la voyait parfois, après sa sortie, plus calme, brisée. Les rumeurs circulaient, une tentative de réhabilitation, des excuses tardives, peut-être une tentative de réconciliation. Mimi, désormais, accueillit ou non ses démarches selon la loi et selon son cœur. Elle avait compris que la justice n'exige pas que la victime devienne bourreau. Ce qui resta, longtemps après la tempête, fut le visage de Kofi quand il souriait à nouveau. La guérison n'était pas totale, les stigmates du mal demeuraient, mais le cercle intime, renforcé par la vérité, était plus fort. Paul et Mimi eurent des enfants plus tard, et ils leur apprirent que la dignité, la transparence et la résilience valent mieux que l'avidité. Ils racontèrent l'histoire sans phare, comme une mise en garde. Ils enseignèrent que le pouvoir doit être surveillé et que l'amour, mal dirigé, peut devenir arme. Dans les conversations privées, Mimi admit parfois que la blessure ne disparaîtrait jamais complètement. Elle confiait à ceux qu'elle aimait que son choix. Justice plutôt que vengeance, réparation plutôt que destruction, avait été douloureux mais nécessaire. Elle avoua aussi que, en renonçant à l'anéantissement, elle avait gagné quelque chose de plus précieux, la paix intérieure. Ce n'était pas l'effacement du passé, mais son intégration. L'affaire se terminait ainsi, non pas par une apothéose spectaculaire, mais par une succession de petits actes, des statuts corrigés, des patients mieux protégés, des enfants éduqués à la prudence. La ville, qui aime les histoires de chute et de redressement, trouva dans ce récit une arche morale. Mimi resta comme un exemple de force tranquille, une femme qui avait perdu beaucoup et qui, en retour, avait rendu la société un peu plus juste. Pour finir, la question que vous portez peut-être encore en vous est celle du pardon. Mimi a choisi de ne pas annihiler l'autre, mais elle n'a pas non plus oublié. Elle a préféré la justice équitable à la vengeance. Pensez-vous qu'elle a eu raison ? Partagez votre opinion et abonnez-vous pour d'autres histoires où la vérité finit par éclore, souvent au prix du courage et de la persévérance.